Alors, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Colline. Je suis développeuse mobile chez Agorapulse depuis un an. Avant, j'étais développeuse full stack et notamment web. Et puis, en fait, j'ai fini par me rendre compte que j'étais plus attirée par les technologies mobiles. Et puis, en plus, je passe mon temps sur mon téléphone. Donc, c'était un peu hypocrite de faire du web. Et donc, j'ai décidé de me concentrer vraiment sur l'interface, l'expérience utilisateur en front-end sur mobile. Donc, oh, pardon, j'étais pas au bon endroit. Voilà. Donc, je travaille chez Agorapulse. Je ne sais pas pourquoi ça a coupé la caméra. Pardon. On va y arriver. Oui, je travaille chez Agorapulse. Agorapulse, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas pourquoi ça coupe la caméra depuis tout à l'heure quand je fais ça. Attendez, pardon. On va y arriver. Ok. Donc, Agorapulse, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui permet de gérer tous ces réseaux sociaux depuis un même endroit. Donc, ça permet de programmer des posts, de recevoir des messages, d'engager avec l'audience, de faire de la veille, de faire de la collaboration, etc. Sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube et Google My Business. Donc, ça permet vraiment de faire tout en un. Et donc, il y a une application web et une application mobile. Donc, au niveau un peu de la timeline, on a une application web qui a été lancée en 2011 et une application mobile qui est arrivée 4 ans plus tard en 2015, donc quand même longtemps après. Et donc, au niveau des équipes produits, ça se reflète par le fait qu'il y ait 6 squads au niveau des équipes web qui sont chacune responsable d'une feature, donc une fonctionnalité, que ce soit les publications, la boîte de réception, etc. Et une équipe mobile qui s'occupe de l'application mobile qui réunit toutes ces fonctionnalités en une seule. Donc, au niveau de la stack, on avait historiquement l'équipe web qui travaillait sur Java en back-end et sur Angular en front-end. Donc, de façon assez automatique, de notre côté, on a choisi de travailler sur Ionic qui est basé sur Angular. Ça permet en fait que toutes les équipes puissent comprendre le code des autres et même exceptionnellement intervenir dessus. Donc, je vais vous présenter aussi l'équipe mobile, mon équipe qui m'a aidé à faire également ces slides. Donc, Pikoun, notre QA engineer, Axel, notre product manager, Malik, notre product designer, sans qui ces slides ne seraient pas aussi jolis, et Antoine, Maxime et moi-même qui sommes les développeurs et qui avons beaucoup travaillé sur ce sujet. Donc, le sujet du jour, c'est pourquoi et comment partager une code base entre le web et le mobile. Donc, nous, au niveau de la problématique, en fait, une des raisons principales pour lesquelles on a voulu partager la code base entre le web et le mobile, c'est qu'on a une logique métier qui est absolument identique. Un message qui est reçu, une publication qui va être programmée, une statistique qui est générée, ça va être traité de la même manière et suivre les mêmes spécifications, qu'on soit sur le web ou sur le mobile. De façon évidente, on a aussi la base de données qui est partagée, puisqu'on traite exactement les mêmes informations. Et automatiquement, on a également le traitement des données qui va être commun. Au niveau du design, en revanche, on a seulement le thème qui va être commun. L'idée, c'est d'avoir un branding général pour représenter l'image de marque d'Agorapulse tout au long de l'utilisation du produit sur les deux plateformes. Par contre, ce qui a été non partagé et ce sur quoi on s'est dit qu'on allait vraiment se séparer, c'est sur ce qui est l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur, parce que la manière d'utiliser une application n'est pas la même sur le mobile et sur le web. Donc, on ne voulait pas simplement quelque chose de responsive, on voulait vraiment se concentrer sur l'expérience. Et aussi, on a décidé d'avoir un set de fonctionnalités restreint parce qu'on n'utilise pas une application mobile pour faire tout ce qu'on fait sur le web. Donc, il y a aussi une manière allégée de présenter les choses. Donc, au niveau de la stratégie qu'on a employée, il a été décidé assez rapidement aussi pour des raisons historiques que le back-end, le front-end web et le front-end partagé seraient gérés par les squads web et que la squad mobile serait dédiée au front-end mobile. Et donc, on a choisi aussi le framework Ionic sur Angular pour pouvoir permettre cette bonne communication avec le web qui s'occupe du front-end partagé, pour avoir aussi une application qui soit possible de release sur iOS et Android, puisque c'est un framework hybride, et donc d'avoir une application qui est cohérente entre iOS, Android et sur l'ordinateur.
Donc, d'un point de vue plus précis, on a décidé de partager le back-end à 100%, de partager le front-end en grande partie au niveau de la logique, mais de ne pas du tout partager la logique d'interface. Donc, comment ça se traduit? Au niveau du back-end, on a une base de données qui est commune et on a des endpoints qui sont communs sur lesquels les deux front-ends vont taper sur les mêmes endpoints. Au niveau du front-end, ça se traduit par le partage du state management. Donc, le state management, pour ceux qui ne sont pas forcément dev, c'est la façon de stocker et de faire circuler les données au niveau du front-end. Et on va aussi avoir, de par ce biais de stockage, circulation des données, on va évidemment avoir des calls API et de la sérialisation commune. Donc, la sérialisation, c'est la manière de convertir les données du back vers le front et vice-versa. Donc ça permet vraiment la relation avec le back-end et la gestion des données. Et pour ce qui est de la cohérence métier, on a des services et des modèles qui sont partagés. Ça va permettre, par exemple, d'afficher les données de la même manière, mais aussi d'avoir une cohérence en termes de droits utilisateurs, ce que les utilisateurs ont le droit de faire, dans quel contexte, sur les contraintes liées aux réseaux sociaux, par exemple les contraintes d'API avec Instagram, Facebook, etc. Et d'avoir vraiment une cohérence et de ne pas avoir de contre-indication d'indications contradictoires entre les deux plateformes. Et enfin, on a créé un design system qui permettait de partager le branding, c'est-à-dire les couleurs, les polices, les assets graphiques, les icônes, etc. En revanche, au niveau de la logique d'interface, on a choisi de ne rien partager. Donc, c'est-à-dire qu'on a tous les composants UI sont spécifiques à une plateforme. On n'a aucun composant UI en commun. Et de la même manière, la structure est très différente, notamment en termes de navigation, etc. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans le détail sur chacun des points qui peuvent vous intéresser, c'est-à-dire l'organisation des équipes, le produit, la qualité et bien sûr la tech. Donc, au niveau de notre organisation d'équipe, le fait de partager une grande partie du travail, ça permet que nous, au niveau de l'équipe mobile, il y a une grosse partie de la charge qui est travaillée en amont. Et donc, on a besoin de moins de main-d'œuvre, d'une part, et donc on peut se permettre d'avoir une équipe restreinte. Mais on a également un effort qui est concentré sur l'UX mobile et donc une expertise de l'équipe qui va vraiment se focaliser sur les points importants spécifiques au mobile. Cette collaboration, cependant, elle se fait quand même entre équipes et on a un partage de connaissances et de compétences qui est assez régulier, que ce soit au niveau des workshops design, des workshops produits, des collaborations technologiques entre les QA ou entre les devs. On a des réunions inter-équipes sur lesquelles on parle de sujets globaux et de sujets spécifiques. La collaboration est très encouragée, même si les équipes à l'origine travaillent sur des produits distincts. Donc ça fait forcément des échanges stimulants, mais on a aussi une exigence de notre côté au niveau du mobile, parce qu'étant donné qu'on est une équipe, qu'on est 6 fois moins nombreux au mobile qu'au web, on doit faire un gros effort de visibilité, de communication et se tenir toujours à jour de ce qui se passe de l'autre côté, mais également être pris en compte dans les décisions qui arrivent de côté web. Donc, au niveau du produit plus précisément, on a un objectif qui est très clair, c'est la cohérence produit. Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas qu'il y ait des expériences qui soient contradictoires ou non cohérentes entre le web et le mobile. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'avoir des décisions produits qui sont discutées en amont par le web. Et nous, en fait, on arrive après pour adapter ces fonctionnalités qui sont prêtes à l'emploi, pour les adapter à un usage mobile. Donc ça peut parfois poser des problèmes de compréhension et de communication, parce que d'un côté, ça nous oblige pas à participer à toutes les décisions produites de ces équipes, parce que ce serait impossible. Mais du coup, quand on a des fonctionnalités prêtes à l'emploi, parfois, il faut qu'on fasse un effort pour comprendre le contexte, les enjeux, les raisons pour les choix effectués et pour les implémenter de la bonne manière. Mais ça a aussi un avantage d'être en bout de chaîne, c'est qu'on a parfois plus de recul et donc on peut donner notre avis et avoir un avis intéressant et un avis différent. Donc parfois aussi, on arrive en bout de chaîne, mais il y a un retour, il y a un échange et on peut faire évoluer le produit à notre manière. Donc là, je vais parler de la qualité, donc des QA. Au niveau du test, l'avantage d'avoir une application qui soit basée sur un framework Angular, c'est qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est une application web qui est servie dans une application mobile via une WebView.
Donc, en fait, ça permet que toute la partie non native de l'application, donc qui ne touche pas au hardware de l'application, est testable avec des technologies web. Et donc, on a par exemple une utilisation commune de Cypress entre les QA web et la QA mobile. Et ça permet un partage de connaissances et de compétences, évidemment. La deuxième chose qui est importante et qui est un avantage de ce partage de la logique métier, de ce partage des tâches, etc., c'est d'avoir des cas de tests qu'on peut adapter, mais qu'on peut récupérer du web, des spécifications qui peuvent être communes, des cas à la marge qui peuvent être détectés d'un côté et être utiles de l'autre. Donc, il y a aussi une grande collaboration au niveau QA. Le seul désavantage, mais qui peut être un gros désavantage, c'est qu'en fait, si jamais il y a un bug qui est créé par l'équipe web sur le code partagé, le bug va se répercuter du côté mobile. Et donc, c'est un bug duquel l'équipe n'est pas forcément responsable, mais qui va se répercuter sur la qualité du mobile. Donc, la qualité étant dépendante de celle du web, notre QA n'a pas le contrôle, entièrement le contrôle sur l'intégralité de l'application. Et donc, ça peut poser un problème d'ownership. On va parler de la tech à présent. On commence par le back-end. Donc, au niveau du back-end, il n'y a pas vraiment un débat sur le fait que le back-end soit partagé pour des raisons évidentes. Par contre, on peut se poser des questions sur la responsabilité et la répartition des tâches. Donc, nous, on a décidé que ce serait le web qui s'occuperait du back-end à 100%. Donc, ça permet de notre côté d'avoir une API prête à l'emploi et de pouvoir se concentrer vraiment sur l'UX parce que c'est notre expertise. Mais ça peut aussi poser un peu des problèmes dans le sens où, en fait, les personnes qui développent le back-end développent leur front-end en parallèle. Et donc, il faut toujours faire attention à être pris en compte et à se coordonner. Notamment, nos releases sont moins fréquentes et sont plus lentes. Vous le savez sûrement, le fait d'attendre l'approbation des stores fait qu'on a un processus de release qui ne peut pas être complètement synchrone avec celui de l'application web. Et comme pour l'instant, on n'a pas de versionnage d'API, on est parfois obligé de faire des bypass pour avoir une API qui est rétrocompatible le temps que toutes les applications front-end soient à jour. Donc, on envisage de la versionner, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour le front-end, le partage de la codebase a eu de nombreux avantages, mais la limite est plus floue. Donc déjà, les avantages d'avoir partagé du code, c'est d'éviter la duplication, de ne pas avoir à tout réécrire alors que la logique métier est identique finalement. Ça permet aussi d'avoir des bugs fixes qui sont transparents sur le code partagé. Et également l'évolution de fonctionnalités qui peut être transparente sur le code partagé. Et le fait de partager les services et les modèles, ça permet d'avoir une évolution métier qui peut être faite des deux côtés en même temps et de garder une cohérence. Donc, on est plus confiant par rapport à la cohérence de fonctionnement et de savoir qu'il n'y aura pas un décalage de fonctionnement entre les deux applications. Donc, ça, c'est pour les points positifs. En revanche, c'est vrai que ça peut poser des problèmes d'interdépendance. On est obligé d'avoir un suivi constant des breaking change. Parfois, un changement sur du code partagé va devoir d'entraîner une intervention d'interface d'une part ou d'autre. Donc, il peut y avoir parfois des changements purement logiques, mais qui en fait nécessitent un changement d'UI. Et il faut vraiment se tenir à jour des PR et de ce sur quoi travaillent les autres équipes. Le deuxième désavantage, c'est le désavantage de l'avantage précédent, c'est-à-dire qu'un bug peut être réparé sur les deux plateformes en même temps, mais il peut également être propagé sur les deux plateformes en même temps et donc avoir de plus grandes conséquences. Et le dernier désavantage qu'on peut avoir, c'est qu'on se retrouve parfois dépendant des choix techniques faits par le web qui peuvent ne pas être complètement compatibles avec le mobile. Donc, il faut faire attention à être pris en compte dès le début dans les choix techniques. Et notamment par rapport à la notion de ressources limitées sur le mobile. Comme vous le savez, sur le mobile, les questions de performance, les questions de connexion Internet qui peuvent être instables ou plus lentes, ce sont des enjeux qui nous tiennent plus à cœur que sur un ordinateur portable. Et donc, il faut être pris en compte dans les techniques pour que ça soit compatible avec l'usage mobile. Donc, au niveau de cette présentation, l'objectif, c'est de vous faire un retour d'expérience pour que vous évitiez de reproduire les mêmes erreurs et puis qu'on vous parle un peu des bonnes pratiques dont on a déduit de cette expérience. Si jamais vous avez envie de vous lancer dans la même aventure d'une application web et d'une application mobile compagnon.
Donc, on a déjà 2 points plutôt généraux qu'on en a déduits. Déjà, la première chose importante, c'est d'anticiper les impacts sur le mobile dès le début du travail sur le web. C'est-à-dire que même si on commence par une application web, il faut vraiment prendre en compte les impacts que ça pourra avoir sur le mobile, les similarités entre les plateformes, mais aussi les différences pour avoir un code partagé optimisé dans lequel on n'a rien en trop, mais il n'y a rien qui manque non plus. Mais cela étant dit, peu importe à quel point le code partagé est parfaitement optimisé, le plus important, c'est de communiquer. C'est important de communiquer entre les designers, entre les managers produits, entre les QA, entre les développeurs, pour que les applications restent en harmonie, pour que les équipes restent en harmonie. Il faut que tout le monde sache ce sur quoi les autres travaillent. Et la communication, c'est vraiment le point clé. Un terme plus technique, si on avait un conseil à donner, c'est de versionner l'API dès le début. Nous, on ne l'a pas fait et aujourd'hui, on a un peu des problèmes de rétrocompatibilité. Donc, on envisage de le faire prochainement. Mais c'est vrai que c'est mieux de le faire dès le début. Et ensuite, du côté front-end, c'est au niveau des choix techniques et des librairies utilisées. Il faut faire attention à ce qu'elles soient compatibles avec les problèmes dont on parlait tout à l'heure de performance, que ce soit au niveau d'Internet ou au niveau de la performance du matériel mobile. Les 2 exemples qu'on a eu récemment, c'est au niveau du poids des payloads. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une payload, c'est en fait les paquets de données qui sont envoyés du front-end vers le back-end. Donc ça, il faut essayer d'avoir des payloads qui sont les plus légères possibles au niveau du mobile parce que la connexion Internet n'est pas forcément la même que celle du web et on n'a pas envie que les utilisateurs soient frustrés à cause de ça. L'autre exemple qu'on a eu récemment, c'est au niveau du format des icônes. C'est les icônes qu'on partage pour avoir une image de marque uniforme entre les 2 plateformes. Il fallait qu'on utilise les mêmes. Et en fait, au niveau du web, elles étaient sous format SVG, ce qui posait absolument aucun problème parce qu'en fait, sur une application web, il y a la performance suffisante sur un ordinateur pour les rendre bien. Mais en fait, sur le mobile, on a eu d'énormes problèmes de performance, notamment quand il y avait beaucoup de composants, qu'il y avait beaucoup d'icônes. Et il a fallu qu'on les transforme en PNG de notre côté pour répondre à ces questions de performance. Donc voilà, c'est important de prendre toujours en compte le mobile au niveau des choix techniques sur la partie du code qui est partagée. Voilà, donc de notre côté, on a fait un long chemin et un long parcours de sensibilisation au mobile dans notre équipe, de visibilité pour être une équipe, certes, sur un produit distinct, mais qui est vraiment intégrée au reste des équipes produits afin d'avoir un produit de qualité et qui soit cohérent et d'avoir des utilisateurs qui apprécient de travailler à la fois sur l'équipe web, sur l'application web et sur l'application mobile. Mais c'est vrai que voilà, on fait toujours face à des challenges et le but, c'est de tous les jours préciser le curseur entre ce qu'on partage pas et la répartition des tâches et des responsabilités. Donc, juste avant les questions, je voulais juste rappeler qu'on embauche chez Agorapulse. Donc, si jamais vous souhaitez rejoindre notre équipe en dev, en design, en produit, en QA, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un mail directement. Donc, mon prénom, c'est Colline, C-O-L-I-N-E, et donc mon adresse mail, c'est colline@agorapulse.com, donc Agorapulse qui est écrit à l'écran. Et sinon, n'hésitez pas à venir me voir dans la room à la fin de la présentation. Je serai dans la room principale Mobilis Immobilier avec mon avatar. Donc, n'hésitez pas à venir me voir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vais regarder dans le chat. Merci, Colline. Ouais, il y a pas mal de questions. C'est cool. Notamment Pierre qui te fait... enfin, c'est une question, une remarque, qui te dit que c'est une bonne idée de faire des composants spécifiques aux plateformes, desktop versus mobile, mais il y a quand même la possibilité de créer un GDX avec des choses communes. Il pense à des checkbox ou tout simplement aux couleurs d'un thème, par exemple. GDX, non, GDK, je lis, mais je fais la même faute que par écrit. Mais sinon, je vais lire la question. C'est une Ok. composants spécifiques aux plateformes. Il y a quand même la possibilité de créer un GDX avec des choses communes. Je pense à la checkbox, tout simplement couleur d'un thème. Alors, on a un design system dans lequel on va partager les icônes, les couleurs
les assets graphiques comme les petites figurines que vous voyez sur l'écran. Par contre, pour ce qui est des checkbox, des inputs, etc., c'est un choix qui aurait pu être fait au début. Mais en fait, on a vraiment une volonté d'optimiser l'expérience mobile, d'avoir quelque chose de mobile-friendly et de ne surtout rien avoir d'optimiser sur web qu'on arrange un peu sur mobile. On a envie d'avoir une application mobile qui, au niveau du design, est un peu à la et un peu sur les dernières technologies design et d'avoir quelque chose qui est fluide pour les utilisateurs. Donc, on pourrait se permettre de réutiliser des composants, mais en fait, au début, on le faisait et en fait, on le fait de moins en moins parce que notre designer Malik est vraiment spécialisé sur le mobile et fait en sorte d'avoir une UX et une UI qui sont vraiment spécifiques et optimisées pour cet outil-là. Alors, du coup, je vois qu'il y a d'autres questions. Le fait d'utiliser un socle d'appli permettant l'usage de WebView ne vous inquiète pas vis-à-vis d'Apple, qui risque d'être plus restrictif vis-à-vis de ces types d'apps-là. Alors, par rapport à Apple, on n'a pas forcément eu tellement de problèmes, en fait. Enfin, je ne sais pas exactement la question, à quoi elle fait référence, mais on a toujours passé la review des stores et pour l'instant, on n'a pas eu de problème lié à ça, en tout cas. Après, la question de Sébastien, vous voulez vous concentrer sur l'UX côté mobile, donc pas faire de responsive, mais pourquoi n'être pas parti sur de l'adaptive, des différences importantes, des fonctionnalités particulières liées au hardware, une visibilité sur les stores. Oui, donc voilà. Donc là, du coup, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est qu'en fait, on part sur un produit qui est similaire en termes d'utilisation, mais qui est complètement différent en termes d'expérience, quoi. C'est-à-dire qu'on propose les mêmes fonctionnalités, l'envoi de messages, la publication, etc., mais pas du tout de la même manière. On place pas forcément les actions, les boutons, les manières de faire au même endroit. On n'a même pas les composants au niveau de la structure ne se passent pas du tout pareil. Il y a des choses qui sont montrées sur un seul écran au niveau web et nous, on a plein d'écrans différents, une navigation différente. On ne pouvait pas du tout se permettre de partager quoi que ce soit en fait niveau UX. Alors, il est évident qu'il faut un back-end commun. Le service web est-il vraiment adapté à la mobilité, non volumétrie, données filtrées aux écrans mobiles, c'est moins complet que le web. Alors ça, en fait, au niveau du back-end, on a un back-end qui peut être un peu compliqué parce qu'on a beaucoup de synchro avec les API, Instagram, Facebook, etc. Et le traitement vis-à-vis des contraintes API, des restrictions utilisateurs, l'application est assez complexe. Donc le fait de faire des back-ends différents, ça a vraiment pas du tout été dans notre esprit. Peut-être si un jour l'équipe mobile on est 12 ou 15, mais pour l'instant, on se concentre vraiment sur ça. Et le fait d'avoir un back-end commun, ça fonctionne. Parfois, on peut indiquer au back-end qu'on est mobile pour avoir une payload plus légère ou quoi, mais pour l'instant, on garde quand même le même back-end en très, très grande partie. Et ensuite, yes, parfait, merci pour la réponse. Ah, par rapport à la première réponse. D'accord, super. Bon, je crois que c'est tout pour les questions. Je ne vous entends pas, je crois que... Oui. Là, c'est bon. Oui. Ok, je disais qu'il y a Sébastien qui précisait un petit peu sa question. Et il y a Justine qui a une coupure de réseau, notamment liée à son VPN, et qui n'a pas du tout entendu ta réponse à sa question précédente. Ok, du coup, la réponse à la question précédente, c'est qu'on a pour l'instant, on n'a jamais eu de problème avec Apple et qu'on a toujours passé la review des stores assez facilement. Donc, pour l'instant, on n'a jamais eu de problème. Voilà. Ok, ça marche, cool. D'autres questions? Au pire, je suis disponible. Voilà, au pire, il te retrouve dans la salle. Je pense qu'effectivement, il n'y a plus de questions qui arrivent. Donc bravo.